La délibération suivante concerne l'école maternelle Arc-en-Ciel. Je fais un petit bilan de la rentrée. Oui, monsieur le maire, alors toute une série de délibérations qui vont concerner l'éducation. Et c'est l'occasion pour moi de proposer au conseil municipal un petit bilan de cette rentrée 2014 qui comportait quand même pas mal de nouveautés. Donc ce bilan va intéresser tout le monde. D'abord, quelques chiffres. Nos effectifs, nous avons cette année 2510 élèves inscrits, très exactement dans 118 classes de 19 écoles. À la rentrée 2013, nous avions 2551 élèves. Donc nous sommes toujours dans une stabilisation de nos effectifs. Un petit peu moins d'élèves en élémentaire, mais la très bonne nouvelle, c'est que cette année, nous avons augmenté les effectifs des maternelles, ce qui est évidemment de bon augure pour la suite, puisque quand on arrive en maternelle, on reste jusqu'au bout généralement. Une stabilité des effectifs après plusieurs années de baisse, c'est une excellente nouvelle et plutôt finalement quelque chose qui est tout à fait réconfortant, même si nous avons eu la confirmation d'un certain nombre de fermetures de classes qui avaient été annoncées en juin et qui étaient dues à des effets de seuil parce que ces fermetures avaient été retardées. Donc nous avons eu 5 fermetures de classes, mais la fermeture conditionnelle annoncée à la Pôle a bien été invalidée, annulée. Finalement, la classe a réouvert et nous avons également une ouverture de classe à Douaneau. Donc une rentrée qui s'est plutôt bien passée. On a eu une petite surprise à Tournesol, l'école maternelle, qui finalement a reçu plus d'élèves que prévu. Nous en avions prévu 115 en juin, et finalement ils étaient 129 à la rentrée, ce qui évidemment a provoqué quelques difficultés dans la constitution des classes. Donc immédiatement nous avons affecté une ATSEM de plus, et nous avons écrit au DAZEN pour la réouverture d'une classe. En définitive, nous avons eu l'affectation d'un maître plus, vous connaissez ce dispositif, plus de maîtres que de classe, 2 assistants pédagogiques de plus le matin, et un enseignant titulaire remplaçant qui vient ponctuellement. Donc c'est assez satisfaisant. Une petite vigilance également à Tourville-Malakoff, avec une école nouvellement fusionnée, et donc une répartition ici à retravailler entre les grandes sections et les CP. Mais pour le reste, tout s'est bien passé. Alors la réforme. Passons à la réforme et aux chiffres qui concernent la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires, avec tout d'abord la mise en place des temps d'activité périscolaire, les fameux TAP. C'est la première année de leur mise en place et nous pouvons observer que nous avons aujourd'hui à peu près 2000 enfants inscrits, c'est-à-dire 80% des enfants qui sont inscrits dans nos écoles. TAP dont vous vous souvenez que, bien entendu, ils sont proposés gratuitement, cela va de soi, aux familles cherbourgeoises. Alors, les chiffres varient d'une école à une autre. On va de 65% d'inscrits à 100% d'inscrits d'une école à une autre, c'est très variable. Mais globalement, donc 80%, une très belle réussite pour cette première année. Au total, nous organisons donc chaque semaine 252 ateliers avec 70 intervenants qualifiés pour, au total, 11 500 heures de travail dans cette année scolaire 2014-2015. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez colossal à organiser. Nous avons, parmi ces 79 intervenants, des situations très différentes. 24 vacataires, 7 auto-entrepreneurs, 33 associations, 15 agents de la municipalité, avec une très grande diversité des activités proposées. Les parents qui sont ici présents dans la salle savent que les activités proposées sont très diverses en matière de culture, de sport, de découverte du développement durable. Enfin voilà, c'est très très diversifié. Je pourrais préciser si vous le souhaitez plus tard. Bien sûr, il y a eu quelques petites difficultés les premiers jours, puisque nous avons eu les listes de classes le jour même de la rentrée. Elles sont constituées jusqu'au dernier moment. Donc pour constituer les demi-groupes TAP dès le jour de la rentrée, ça a été un petit peu compliqué. D'autant plus qu'il nous fallait trouver presque 252 locaux adaptés, puisque nous avions pris l'engagement de ne pas utiliser les salles de classe. Donc bien sûr, il y a eu quelques surprises, mais maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous avons organisé 2 réunions pour rencontrer tous nos intervenants et essayer de répondre à leurs questions et organiser bien sûr les choses au mieux. Pour tout ce qui concerne la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires, nous avions pris l'engagement auprès de tous de faire un bilan. Il commencera comme prévu à partir de décembre.
Pour ce qui concerne le périscolaire, nous avions une nouveauté cette année, c'était l'ouverture du périscolaire dans toutes les écoles de la ville, dès 7h30 le matin. Une ouverture de périscolaire le matin, dès 7h30 jusqu'à 8h45. Une proposition gratuite. Donc là également, les chiffres sont tout à fait édifiants, puisque nous sommes passés de 3% d'enfants inscrits à 20%, de 145 à 561 enfants inscrits au périscolaire du matin. Le périscolaire de l'après-midi, nous avons 686 enfants inscrits. Là aussi, une augmentation, puisque nous proposons du périscolaire dans toutes les écoles, plus seulement dans les écoles élémentaires, mais dans toutes les écoles maternelles également. On avait évoqué le temps de travail modifié de nos ATSEM, avec un point de vigilance nécessaire, un face-à-face enfant beaucoup plus long. Là aussi, nous les avons toutes reçues et nous avons bien sûr une très grande attention à la fatigue qui pourrait naître, mais pour l'instant, la satisfaction est plutôt plus importante. Et les mercredis loisirs, puisque nous accueillons toujours les enfants le mercredi après-midi, avec transport des enfants inscrits au mercredi loisirs de l'école jusqu'au centre de loisirs, sans que les parents aient bien entendu à revenir les chercher. Et là aussi, nous avons une augmentation. Nous passons de 202 à 344 enfants inscrits. Que vous dire d'autre qu'en restauration, nous avions augmenté la pause de 2 heures et nous avons beaucoup d'enfants inscrits dans cette pause du midi, plus de 1400. Donc là aussi, les 2 heures sont tout à fait confortables pour organiser 2 services et un vrai temps d'animation. Enfin, dans les nouveautés de cette année, un dispositif dont nous sommes très fiers, c'est la classe autiste en maternelle qui va ouvrir dès la rentrée des vacances de la Toussaint à l'école Douaneau, avec un dispositif très innovant qui est mené en partenariat entre l'Éducation nationale et le centre l'IME Jean Itard, et qui vient s'ajouter aux 2 classes déjà existantes et qui sont menées également avec Jean Itard et bien sûr aux 5 CLIS qui existent par ailleurs de façon plus conventionnelle. Donc là, ce sont des enfants autistes de 3 à 6 ans qui seront accueillis dans des conditions tout à fait favorables à l'école Douaneau, ce dont nous nous félicitons. Alors j'en viens à la délibération arc-en-ciel, une délibération qui bien sûr fait suite à celle que je vous ai présentée de façon très détaillée en juin dernier. C'est une délibération par laquelle nous allons valider la désaffectation de l'école dans son usage scolaire, ce qui va permettre de mener une réflexion sur le devenir du bâtiment. Monsieur Huette. Oui, par rapport au déclassement de cette école, j'observe que depuis maintenant, c'est le début de mon 2e mandat, mais on parle régulièrement de fermeture et de déclassement d'écoles, donc c'est quand même symptomatique d'une ville qui ne se porte pas très très bien. On n'a quasiment jamais parlé de construction, ni d'ouverture de classe assez rarement. Donc ma question est assez simple. Qu'est-ce que vous entendez faire de ces locaux de l'école Arc-en-Ciel? Et qu'est-ce que l'on va faire aussi de l'école Batavia qui a fermé il y a quelques années? J'aimerais aussi revenir un petit peu sur ces fameux rythmes scolaires. Bon, vous savez qu'on n'était pas forcément très favorable à cette réforme. On n'y est toujours pas d'ailleurs parce qu'on n'en voit absolument aucun intérêt. On ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin on fera le bilan au bout d'un an, on verra bien ce qu'il en sera. Ce que j'aimerais, moi vous avez parlé de bilan, Madame Thioland, j'aimerais que les parents et les enseignants y soient associés sous forme d'un sondage. C'est-à-dire que ce ne soit pas forcément seulement un bilan interne où on se félicite d'un certain nombre de chiffres qui vont dans le bon sens et où on ne mentionne pas forcément ceux qui ne vont pas très bien. J'aimerais simplement que, voilà, en toute clarté, comme l'a dit Jean-Michel Houllegatte, en toute honnêteté, on puisse vraiment aller sonder les parents à la sortie des écoles et puis qu'on puisse aussi sonder les enseignants, même quitte à ce que ici, dans le conseil municipal, on puisse accueillir un certain nombre de directeurs d'école et d'enseignants qui viennent nous dire un petit peu comment ils ont réussi à mettre en place cette réforme. Si ça se passe bien, eh ben, on s'en réjouira avec vous. Et si ça se passe moins bien, ben, on essaiera de trouver des solutions avec vous.
Juste un petit élément de réponse par rapport à Batavia. Vous savez que Batavia nous a servi, entre guillemets, d'opération transitoire pour pouvoir accueillir durant les travaux le centre d'information et d'orientation et puis ce qu'on appelle le centre local de documentation pédagogique qui s'appelle Canopé. Ce bâtiment, donc maintenant, puisque le CIO et Canopé ont réintégré leurs locaux définitifs de la rue de la Duché, ce bâtiment, qui n'est plus aux normes, a vocation à être détruit. En ce qui concerne la réaffectation de l'école de Arc-en-Ciel, rue Paul Talleau, vous savez aussi qu'on est confronté sur un certain nombre de nos bâtiments à des problèmes de conformité par rapport aux normes, etc., etc. Donc on le réaffectera, on est en train de faire une étude, on le réaffectera sur des usages municipaux. On va apporter quelques éléments de réponse aussi, puis après je donne la parole à Madame Joly. Oui, alors à propos des fermetures d'écoles, vous avez l'air de dire, Monsieur Huette, que les fermetures d'écoles sont nombreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu, en effet, une baisse de nos effectifs depuis 20 ans. Et pourtant, nous n'avons fermé que 4 écoles sur la totalité de la ville. 4 écoles, ce qui est très peu. Nous en avons encore 19 aujourd'hui, très bien réparties. Avec finalement des écoles qu'on appelle des écoles à taille humaine. C'est-à-dire beaucoup d'écoles avec finalement des effectifs très réduits, ce qui permet pour les enseignants un vrai suivi, un vrai confort de travail. Évidemment, pour les parents, un vrai confort également, puisqu'ils vont être à proximité immédiate de leur domicile. Et pour les enfants, il va de soi que plus l'école est petite et plus on s'y sent rassuré. Donc il n'y a pas eu de fermeture d'école, très peu de fermeture d'école. Et 4 en 20 ans, comparativement peut-être au nombre d'élèves en moins, c'est vraiment très peu. D'ailleurs, j'ai un chiffre de ce point de vue-là qui le montre. C'est le chiffre qui correspond au nombre de mètres carrés par élève. Il y a 10 ans, en 2000, le chiffre était de 10 mètres carrés par élève. Aujourd'hui, le chiffre est de 17 mètres carrés par enfant. Autrement dit, nous avons conservé nos écoles en considérant que c'était finalement un atout. Ça permet aux enseignants d'installer un tas de classes, une classe informatique, une classe art plastique, une BCD, etc., etc. Et nous n'avons justement pas fermé d'école. Ce bâtiment d'Arc-en-Ciel, si vous étiez venu en juin, on avait fait vraiment un exposé très détaillé qui nous permettait de comprendre les particularités du site. 1000 mètres carrés pour un effectif de 35 enfants prévus en septembre 2014, avec 2 enseignants simplement, 2 classes simplement, des enseignants qui avaient des difficultés évidemment de fonctionnement que vous pourrez comprendre, puisque dès qu'un enseignant était absent, il devait accueillir tous les enfants de l'autre classe, 2 enseignants qui d'ailleurs demandaient toutes les 2 leur mutation. Donc on avait vraiment une configuration très particulière. Sur ce bâtiment, il ne vous aura pas échappé que nous sommes à proximité immédiate des archives municipales. Nous avons des archives municipales exceptionnelles qui sont à saturation. Donc on peut imaginer bien sûr un avenir pour ce site. À propos d'Arc-en-Ciel, on avait réfléchi aussi à un regroupement d'écoles, ce que l'on fait parfois lorsqu'on a évidemment des effectifs qui diminuent. Mais le regroupement entre Prévert et Arc-en-Ciel n'était pas possible pour des raisons que Monsieur le maire vient d'indiquer, c'est-à-dire des raisons de conformité. La cour d'Arc-en-Ciel ne le permettait pas, elle n'est pas conforme aux règles de sécurité permettant d'accueillir également des élémentaires. Enfin, pour ce qui concerne le bilan, bien sûr que ce bilan ne sera pas fait en interne au service de la direction de l'éducation, même si on peut compter sur l'objectivité des fonctionnaires. Non, bien sûr, et nous l'avions annoncé dès le mois de juin, on avait précisé lors du dernier conseil municipal où on avait présenté de façon très détaillée cette réforme des rythmes scolaires et l'application proposé à Cherbourg, nous avions indiqué qu'il y aurait un questionnaire, Monsieur Huette, un questionnaire conçu pour tous les enseignants, un questionnaire conçu pour tous les parents, un questionnaire conçu également pour les personnels de la ville, personnel ATSEM, personnel de restauration, personnel bien sûr des Francas qui sont dans l'accueil périscolaire, etc., etc. Bref, tout le monde sera consulté
Et oui, et les enfants, c'était un sujet de discussion, et en effet, il faudra réfléchir à un questionnaire pour les enfants, d'autant plus que quand on les a interrogés pour l'instant en visitant les écoles, c'était très favorable. Alors oui, je suis d'autant plus convaincue de la nécessité de ce questionnaire à penser pour les enfants. Donc c'est la totalité des acteurs de l'école qui vont être consultés, et on est en ce moment en discussion avec la Ligue de l'enseignement pour réfléchir à des questionnaires qui soient les plus objectifs possibles, évidemment, puisque sinon ça n'aurait aucun intérêt. Quant aux enseignants, nous les avons tous invités à une réunion dès le mois d'avril avec monsieur le maire. Nous les avons tous invités, les parents aussi, les parents d'élèves, nous les avions tous invités à une grande réunion d'information. Nous avons fait une deuxième réunion d'information au mois de juin, avec l'invitation de tous les parents à nouveau. Il y a eu de multiples courriers, donc on a vraiment essayé de diffuser au mieux cette information. Néanmoins, bien sûr, nous continuerons les consultations. On peut imaginer, interroger si on a des enseignants volontaires, pourquoi pas. Je ne pense pas que le conseil municipal soit le lieu adapté. La commission éducation, par contre, pourrait peut-être être le lieu adapté pour cela. Okay. Madame Joly, je vous donne la parole, et puis après... Alors, la réforme a été mise en place pour réduire les inégalités en matière de réussite scolaire, quand même. Donc, c'est pour répondre à Monsieur Huette. Juste pour souligner qu'il serait intéressant en fait d'avoir le pourcentage d'élèves inscrits par école pour voir en fait comment ça réagit en fonction des quartiers. Alors, voilà, parce que ça va de 65 à 80% et c'est vrai que. Alors c'est évidemment 100%. Un élément d'analyse. C'est une analyse qu'on a souhaité faire également. Et on n'a pas, parce ce qu'on aurait pu craindre, et d'ailleurs. C'est un point qui avait été évoqué lors du dernier conseil municipal. Est-ce qu'on n'avait pas le risque que dans certains de nos quartiers, en effet, il y ait peu d'inscriptions dans les temps d'activité périscolaire ? L'école où le taux d'inscription est le plus bas, c'est en effet le hameau Noblet. Donc on est dans notre quartier éducation prioritaire, mais néanmoins nous avons aussi de très bons taux d'inscription dans ce même quartier, dans d'autres écoles. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un effet de quartier, et on reste vigilant sur ce point. C'est vrai qu'il y avait eu dans nos espaces solidaires des présentations des fiches d'inscription, un accompagnement, on a rappelé tous les parents pour s'assurer qu'ils n'avaient pas oublié d'inscrire leurs enfants. Donc peut-être que ça a joué. Pour l'instant, on n'a pas en tout cas de séparation nette quartier par quartier avec, je dirais, un effet quartier défavorisé, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif ici dans ma bouche. Et sur un autre point, par rapport aux ATSEM, on ne peut pas se féliciter actuellement du statut, des missions qui sont données aux ATSEM. On en reviendra dans la libération un peu plus loin sur notamment leur pause. Voilà, c'était juste. On en reviendra au moment voulu. Okay. Alors, même si nous devons y revenir plus tard, ce que l'on peut dire, c'est que la réforme a été pour nous l'occasion de spécialiser encore un peu davantage les ATSEM sur leurs tâches, sur leurs missions. C'est-à-dire que avant la mise en place de la réforme, elles avaient des tâches bien sûr d'accompagnement de l'enseignant, mais aussi des tâches d'entretien. Beaucoup de temps de travail qui était consacré à l'entretien. Donc là, on a essentiellement disposé leur temps de travail sur le face-à-face enfant. Et donc, on les a encore un petit peu plus spécialisés sur ces tâches-là. Alors, avec évidemment une contrepartie, c'est qu'il peut y avoir une fatigue plus importante, et c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec elles. Je les voyais toutes, on les rencontrait toutes mercredi dernier. Sur la pause du matin, la pause à prendre absolument, bien sûr, pour que le temps de travail soit bien, modulé et bien réparti sur l'ensemble de la journée. Donc ça se travaille puisque c'est quelque chose de nouveau, et il faut s'assurer que la pause soit bien prise, ce que parfois elles hésitent à faire, et nous sommes là pour les y inciter. Elles n'hésitent pas forcément, c'est qu'elles ont des contraintes qui font que c'est difficile à prendre, première chose. Et deuxième chose, on sait très bien que le temps face à élèves n'entraîne pas la même fatigabilité que le temps en entretien. Et il y a des écoles où il manque du personnel peut-être. Il faudrait faire un état des lieux. Monsieur Huette, vous souhaitiez intervenir, puis on va clore le débat, peut-être ?
peut-être. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres. Non, il y a M. Lagarde. Il y a M. Lagarde qui demande. Non, mais c'est utile. Donc, 4 fermetures d'école, c'est pas beaucoup, effectivement, mais moi je trouve que c'est quand même trop, et j'aimerais que vous puissiez y associer le chiffre du nombre de fermetures de classes. Parce que c'est vrai qu'on peut fermer peu d'écoles, mais si on ferme beaucoup de classes, un certain nombre de classes, à la fin, ça finit par représenter une grosse école aussi. L'exemple que vous avez pris sur Tourville, pour y avoir été élève, il y avait 12 classes, il y a un certain temps. Mais les socialistes étaient déjà au pouvoir, et c'est dans un temps pas relativement ancien, mais quand même assez récent. Aujourd'hui, on est plus près, je crois, de 5 ou 6 classes que de 12. Donc, par exemple, l'école existe toujours, mais il y a beaucoup moins de classes, et l'école a été divisée en 2, au point d'avoir fusionné avec son école voisine maternelle de Malakoff. Bon, ça c'est un premier point. Donc, si vous pouvez nous apporter la fermeture de classes, et éventuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, nous faire de jolis graphiques qui nous rappelle depuis 40 ans, puisqu'en fait... Ça c'est un travail de commission, c'est pareil. Oui. Bon, alors, je dirais quelque chose sur les commissions tout à l'heure. Mon deuxième point, c'était pour répondre à M. Lange, je n'ai moi non plus aucun doute sur l'objectivité des fonctionnaires. Ce n'est pas ça qui me pose problème, je tenais à le réaffirmer. J'aimerais aussi que vous puissiez nous apporter, pas forcément aujourd'hui, mais le budget global qui correspond à l'investissement qui a été fait sur cette réforme. Je sais, vous l'avez déjà annoncé, mais j'aimerais que vous puissiez nous rappeler ça d'ici, on va dire, 1 an, que ça puisse fonctionner pendant 1 an, et qu'on puisse voir quelle est la différence qui est réelle entre le budget prévisionnel et le réalisé en fin de parcours. Et enfin, j'ai entendu Mme Joly me parler de réussite scolaire. Je suis d'accord avec elle. Si cette réforme a pour objet d'aider nos enfants à mieux réussir, alors je ne peux que la soutenir à 300%. Mais pour la petite expérience d'enseignant que j'ai au niveau du collège, la grosse difficulté que l'on peut repérer des élèves qui arrivent en 6e, c'est l'incapacité pour une partie à savoir lire. C'est-à-dire qu'ils savent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, ce qui serait intéressant en fin de parcours, c'est de voir un petit peu, si vous avez des statistiques là-dessus, au niveau de la ville, le nombre d'enfants qui rentrent en 6e sans savoir lire, et puis on va dire d'ici 2 ou 3 ans, quand les effets de cette réforme auront été, je l'espère, bénéfiques, voir si les pourcentages ont été améliorés. Bon. Il y avait M. Lagarde qui avait demandé également la parole, et puis on va peut-être faire une réponse globale, et Mme Hamon également. C'est plus une légère interrogation que j'ai, c'est par rapport au rythme scolaire, effectivement, au coût induit de ces coûts de mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires. Il est bien évident que pour la collectivité locale, ça aura une incidence non négligeable, si j'ai bien compris et lu différents documents. Donc ma question, elle est sur, comme vous le savez, tous les ans, on donne une participation aux écoles privées à temps par élève, une subvention de l'ordre, je pense, de 1 million d'euros, ça doit être dans ces conditions-là. Donc mon interrogation, c'est de dire, s'il y a un effort qui est fait dans le public, un effort important, donc des obligations importantes, il faudrait aussi qu'il y ait des droits en face, c'est-à-dire que la subvention au privé qui n'appliquerait pas les rythmes scolaires, la subvention non pas soit imputée, mais qu'on fasse un calcul, disons, prenant en compte les efforts faits dans le service public. Voilà, c'était une interrogation plutôt que d'apporter une réponse immédiate. Tout simplement souligner cet état de fait. Ok, Madame Hamon, et puis on répondra globalement et on terminera. Très rapidement, pour revenir à ce que dit M. Huette sur les difficultés scolaires des enfants, je me demandais si ces activités diverses et variées suffisaient pour aider les enfants à mieux lire et mieux compter et mieux écrire. Parce que je me demande si on a de ce côté-là activé des aides scolaires supplémentaires. Quelques éléments pour terminer. Je n'ai pas le chiffre du nombre de fermetures de classes, et pour une bonne et simple raison, c'est que ça n'est pas du tout de mon ressort, mais du ressort de l'Éducation nationale. C'est l'Éducation nationale qui ferme des classes, et nous, on ne ferme pas nos écoles. C'est-à-dire que ce qui est de notre ressort, c'est la fermeture du bâtiment. Le bâtiment est de notre ressort, pas les classes. Je n'ai pas le chiffre des classes. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est de notre ressort, nous faisons des efforts, c'est-à-dire que nous conservons au maximum les écoles pour que les enfants, encore une fois, et les enseignants aient de bonnes conditions de travail.
Par ailleurs, pour ce qui concerne cette réforme, et on en a présenté l'esprit et l'intérêt, encore une fois en juin, j'ai l'impression de me répéter, mais bien sûr l'intérêt majeur, c'est d'avoir 5 matinées de travail. Aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'études qui démontrent d'une façon totalement indiscutable que le moment où les enfants réfléchissent le mieux, c'est le matin. Et indiscutablement également, ils sont plus performants physiquement pour des efforts musculaires l'après-midi. Donc, nous avons 5 matinées de travail retrouvées avec cette réforme. Est-ce que ça aura un effet immédiat sur l'apprentissage de la lecture ? Ça, évidemment, c'est très difficile de le dire. Mais en tout cas, ce que l'on peut observer, c'est que depuis 2008, c'est-à-dire depuis la mise en place à l'échelle nationale de la semaine de 4 jours et demi, la France, dans toutes les études PISA, a des résultats qui sont de moins en moins bons. Alors voilà, est-ce que ça aura un effet inverse immédiat? Certainement pas, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, indiscutablement. Pour ce qui concerne la lecture, bien sûr, ce n'est pas l'étape qui va régler le problème, et ça n'est pas le but. Le premier but de la réforme, c'est de permettre aux enseignants qui, eux, ont cette tâche de mener les temps d'apprentissage, et il n'y a pas de confusion dans notre esprit entre les temps d'apprentissage et les temps d'activité périscolaire, que les enseignants disposent des meilleures plages horaires pour travailler ces temps d'apprentissage avec les enfants. Autrement dit, qu'ils aient les 5 matinées et une meilleure répartition, un allègement du temps scolaire sur l'ensemble des journées. Les temps d'activité périscolaire, ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour permettre aux enfants de découvrir des activités qu'ils ne peuvent pas mener par ailleurs. On a des statistiques qui nous disent qu'à l'échelle de la France, 20% seulement des enfants bénéficient d'activités en dehors de l'école, que ce soit la danse, la musique, etc. Et bien précisément, avec les temps d'activité périscolaire, l'idée, c'est de leur proposer, dans le cadre de l'école, mais sans aucune confusion avec les temps d'apprentissage, une découverte de ces activités-là, en partant du principe que apprendre, c'est aussi apprendre en découvrant ces multiples activités, mais pas apprendre la lecture ni l'écriture à ce moment-là. Voilà, pour répondre sur tous les points. Et bien sûr, le coût. Alors là, c'est pareil. En juin dernier, on a très précisément répondu à cette question avec tous les coûts induits. Et on ne va pas refaire le conseil de juin. Je vois les conseillers attentifs qui, d'ailleurs, hochent la tête. C'est un coût de 1,1 million d'euros pour la ville de Cherbourg, si l'on intègre absolument tous les coûts, c'est-à-dire pas simplement les temps d'activité périscolaire et la rémunération de nos intervenants, mais aussi l'augmentation du temps de travail de nos agents, la nécessité d'avoir des coordonnateurs sur place, les accompagnateurs quand on emmène les enfants à la piscine, etc., etc., etc. Quand on met tout bout à bout, on arrive à un coût supplémentaire de 1,1 million d'euros. C'est donc un effort colossal qui est fourni par la collectivité pour être au niveau de cette réforme. Voilà. Vous voulez encore un... Non, Monsieur Huet, vous voulez encore... Et simplement pour souligner que les premières estimations qui avaient été faites tournaient autour de 500 000 euros. Et à l'époque, j'ai été intervenu pour dire, en faisant un parallèle avec la ville de Caen, qu'il nous faudrait au minimum 1 million d'euros pour pouvoir la mettre en place. Ce à quoi on m'avait répondu que j'étais un peu dans la fantaisie, avec beaucoup de politesse, mais que j'étais quand même dans la fantaisie. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, la fantaisie a rejoint la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais dire un mot sur les commissions, parce que ça fait un certain nombre de temps, là, de fois, qu'on nous dit qu'on n'assiste pas, ou qu'on n'est pas là, ou qu'on fait ceci, ou qu'on fait cela. Alors, la première chose, c'est que, on n'a pas d'indemnité. Voilà. Non, enfin, 18 heures. Oui, 18 heures. Oui. Mais peu importe. Il y a des gens qui travaillent encore à 18 heures en France, et encore heureusement. Bon. Oui, mais je ne peux pas. Ok, c'est bon. tout. Je ne suis pas salarié. Deuxième chose, quand je suis arrivé dans ce conseil municipal, il y avait un conseiller municipal à l'époque très gentil qui m'a dit « Oh, tu sais, les commissions, tu y vas, c'est bien, mais franchement, on n'y fait rien, c'est des chambres d'enregistrement. »
Et moi, je m'en passe. Les commissions en font ce Ça que ne les sert- membres Non, non, en mais souhaitent. je finis de parler. Ça ne sert à rien. Personnellement, j'y vais pas et je m'en porte pas plus mal. C'était peut-être pas les termes, mais enfin, en gros, c'était ça. Et ce conseiller municipal très gentil est devenu un maire très gentil, qui visiblement n'a plus le même regard sur les commissions. Non. Voilà. Vous faites des procès d'intention, c'est pas vrai. C'est pas un procès d'attention, c'est exactement non, la réalité. non, là-dessus, alors là, la je veux dire, réalité. c'est pas... Et vous savez, il y a deux Jean-Michel Houlgat. Hein. Il y a celui qui dit devant et il y a celui qui dit derrière. Non. Là, je peux pas admettre ce genre Mais d'attaque personnelle. C'est vous une attaque pouvez personnelle. admettre ou Moi, pas je me suis toujours battu justement au niveau des commissions pour qu'elles Non. puissent être des commissions d'études. C'est faux. Bon, écoutez, vous faites... Je reporte peut-être pas au Ouais, mot mais enfin, près, je veux mais à dire, peu près j'admets fidèlement pas, monsieur Huette, ce Huette, que vous honnêtement, m'avez je dit n'admets à pas l'époque. ce genre de propos. Je reporte ce que vous m'avez dit à l'époque. Je n'admets pas ce genre de Mais propos. vous l'admettez ou pas, je reporte ce que vous m'avez dit à l'époque. C'est pas vrai. Point. Vous connaissez mon respect de la démocratie, les instances. Oui, je connais. Ok. Je connais. Mais moi, Il est- par contre, il est je à peu découvre près- votre esprit polémique. Oui, ben faut mieux, au moins il y a un esprit. Voilà. Monsieur Bourdon. Bon, Oui. je propose. Ouais. Excusez-moi, je voulais revenir à propos des commissions. Déjà, une question pratique. Pour travailler correctement une commission, il serait quand même appréciable de recevoir les papiers un peu en avance. Nous avions déjà proposé de recevoir par lot, ce qui Par lot, serait bah. correct. Il faut dire aussi, à titre personnel, il y a certains élus qui ont dû se rendre à la mairie pour récupérer ces dossiers. C'est pas toujours facile avec le travail, justement, puisque la mairie n'a pas les mêmes horaires que nous. Donc voilà, s'il pouvait y avoir un effort de fait là-dessus, pourquoi pas envoyer au format numérique, hein, puisqu'on est à l'ère du sans-papier, donc pourquoi pas essayer ça. C'est ce qui se passe à la communauté urbaine. On a reçu les fichiers au format PDF, donc moi je trouvais ça très bien. Ok. Bon, on va dématérialiser, si vous voulez, pour anticiper. Claudie, et puis... Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, je pense tout simplement qu'un conseil municipal n'est pas le lieu pour intervenir avec de tels propos sur des personnes, quelle qualité qu'elles aient. Bien évidemment, c'est votre groupe qui parlait au début de conseil de travailler en bonne intelligence et de manière collective pour la ville de Cherbourg-Octeville. Donc, si Monsieur le maire, qui a la police de l'Assemblée, en est d'accord, je propose tout simplement de reprendre le fil de l'ordre du jour. Merci. Ok. Voilà. Et de soumettre aux voix la délibération sur l'école maternelle Arc-en-Ciel, à savoir la désaffection de son usage scolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ah pardon, excusez-moi. Vous avez du retard à l'allumage? Non? Ok. Donc 8 abstentions. Délibération suivante, 248, règlement intérieur de la restauration scolaire, des accueils périscolaires et tables. Donc vous allez voir qu'on a une série de délibérations, on en aura d'ailleurs sur le plan financier, qui sont sur l'adaptation de la réforme et sa traduction, notamment, et son impact sur un certain nombre de règlements et autres, et tarification notamment. Exactement. Avec cette mise en place de la réforme, il y a eu beaucoup de modifications opérées. Tout d'abord, bien sûr, les horaires des accueils en périscolaire et en restauration, et puis de nouveaux services proposés également, des services modifiés. Désormais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un accueil périscolaire le matin et le soir dans toutes les écoles. Le mercredi loisir journée est devenu le mercredi loisir après-midi. Bien sûr, à ceci s'ajoute la mise en place pour la première année des temps d'activité périscolaires pour lesquels nous devons également mettre en place un règlement intérieur. Voilà pourquoi vous avez toute une série de règlements intérieurs qui vous sont proposés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Christelle a une question. Ah pardon, excusez-moi, il y avait une question. Christelle. Pardon, c'est pas une question, il y a juste un oubli en fait. Il manque l'école Robert Doisneau pour le lundi dans le règlement des tapes. Merci pour cette vigilance. Donc je resoumets aux voix, pas la peine, donc 8 abstentions. La délibération suivante concerne toujours les nouveaux rythmes scolaires, c'est la charte d'utilisation des locaux scolaires. Oui, à nouveau une délibération qui, bien sûr, est liée à la mise en place de la réforme, et plus particulièrement au temps d'activité périscolaire. Vous savez qu'avec cette réforme et avec ces temps d'activité périscolaire, les professionnels sont
beaucoup plus nombreux à intervenir dans les écoles. Et pour que les choses se passent bien, il est indispensable de mettre en place cette charte. Bien sûr, nous avons pris l'engagement que les salles de classe ne seraient pas utilisées. Néanmoins, il y a bien d'autres locaux que les enseignants vont partager avec d'autres intervenants. Les BCD, les salles informatiques, les salles d'activité, les salles d'art plastique notamment. Alors on peut rappeler également que les plannings, ils ont été construits de sorte que dans la mesure du possible, une même équipe d'intervenants soit positionnée pendant une année entière sur une école. Malgré tout, ils sont nombreux et cette charte est nécessaire. Qui vote Voilà. Ah pardon, monsieur Jamtel. C'est le point 6 de cette délibération, spécificité de la maternelle. Bon, c'est marqué que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, les personnels ATSEM vont connaître. C'est plutôt connaissent, parce qu'ils le connaissent actuellement. Bon, sur la durée de la pause, il y a déjà eu la question de poser. Il y a une difficulté pratique par école à poser cette pause pour les ATSEM dans les écoles. Donc, bon, j'imagine qu'il y a une vigilance qui est apportée à ça, mais c'est très intéressant par rapport à l'évolution des missions des ATSEM d'avoir un retour sur la manière dont cette évolution dont l'évolution de cette fonction, de ce métier touche le quotidien professionnel de ces personnes-là. Et ça, il faut le recueillir, ça nécessite un dialogue, une discussion. Et on ne peut pas, simplement par même une organisation qui se veut bien huilée, régler ce sujet-là. Je pense qu'il y a une certaine souffrance au travail qui peut s'installer dans certains cas, parce que quand une fonction, elle évolue si vite, si rapidement, c'est nécessaire de faire un point précis, et il y a des techniques, il y a des méthodes, mais je crois qu'il faut quand même l'entendre un peu, ça. Voilà. Mais c'est absolument vrai. Encore une fois, je le disais, la semaine dernière, on était en réunion avec toutes les ATSEM. On a profité du 1er octobre, jour de travail sur le socle commun pour les enseignants, pour les réunir, puisqu'il n'y avait pas classe ce jour-là. On met en place pendant les vacances un groupe de parole dans lequel elles seront réunies, toutes les volontaires seront réunies pour échanger avec une psychologue sur leur métier et sur tout ce qui peut se passer, sur tous les points de souffrance auxquels elles peuvent être confrontées chez les enfants, etc. Et nous revoyons tous les directeurs d'école maternelle à la rentrée pour repréciser les choses. Dès qu'il y a difficulté dans une école, on va sur place, on rencontre les directeurs et on essaie de positionner ce fameux temps de repos. Donc on essaie de faire le maximum pour que ça se passe au mieux en ayant conscience de la nouveauté et de la nécessité d'une adaptation à une organisation du temps de travail. Enfin, comment dire, c'est un vrai bouleversement pour elles, c'est un vrai bouleversement pour nous. Ça demande un temps d'adaptation et en même temps, on met en place tous les outils pour que cette adaptation se fasse au mieux. Oui. Une discipline qui a beaucoup évolué et je pense que c'est important de... Bon, il y a par exemple Marie Peset qui a travaillé sur des récits de professionnels qui à un moment donné font l'explication de savoir pourquoi à un moment donné une évolution de l'organisation du travail conduit à de la démotivation, à un décrochage et voire parfois à une vraie souffrance qui est une pathologie qui est identifiée comme telle. Alors, je ne fais pas de procès d'intention, je ne connais pas la méthode qui a été retenue, mais est-ce que c'est une psychologue de manière... Enfin, quel est l'intitulé exact? Alors, pour l'instant, on n'avait pas pensé à ce type de psychologue, on avait plutôt pensé à une psychologue qui était spécialisée dans la souffrance des enfants, c'est-à-dire qui était capable, c'est celle qui intervient... Enfin, on avait pensé plutôt à celles qui interviennent dans les crèches déjà, à faire appel à elles, puisque ça fonctionne très bien dans les crèches. Il y a ces groupes de parole déjà mis en place depuis un certain temps. Et ce sont des psychologues qui sont plutôt en capacité d'aider les personnels à mieux gérer les souffrances des enfants auxquels ils sont confrontés. Mais là, il faut penser aux leurs aussi, oui. Donc on verra. Mais pour l'instant, l'intitulé n'est pas figé. Madame Varenne. Oui, je voulais juste effectivement revenir sur les propos de M. Le Jamtel et par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à la précision de la spécialisation de la psychologue.
Je ne remets pas du tout en doute les capacités de cette personne, mais je pense que pour le problème particulier des ATSEM, on est bien sur un problème d'organisation de travail. Donc c'est bien une psychologue du travail qu'il faut faire intervenir pour pouvoir entendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Si on parle des souffrances de l'enfant, on est sur un autre débat, je pense. Et donc, ce n'est pas du tout la même confrontation et les mêmes réponses qu'on aura. D'accord. Mais sachez aussi qu'au niveau de la collectivité, on a ce qu'on appelle la méthode PRAP. On a aussi, je dirais, une attention particulière sur les situations qui peuvent générer, entre guillemets, de la souffrance au travail. Pour cette délibération donc, que je soumets aux voix, qui vote contre, qui s'abstient, 8 abstentions. Donc, je vous en remercie. On passe sur les intervenants des temps d'accueil périscolaire, la convention avec les associations cette fois-ci. Et oui, nous avons déjà eu l'occasion de nous féliciter de la richesse de notre vie associative à la ville de Cherbourg-Octeville. Une fois de plus, on peut s'en féliciter, puisque ça nous permet de bénéficier d'un véritable gisement d'intervenants pour les temps d'activité périscolaire. Et ce sont donc trois associations différentes qui interviennent dans des champs très divers et qui proposent des activités aux enfants de la ville. Cette délibération, elle a pour objet de vous proposer les conventions qui encadrent ces interventions. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Nous poursuivons toujours sur les impacts de cette réforme. Donc c'est sur la délibération 281 sur l'aide à la sécurisation des abords des écoles. La ville a une convention que vous connaissez déjà avec l'association En sortant de l'école, qui permet le positionnement de ceux qu'on appelle les signaleurs aux heures d'entrée et de sortie de certaines écoles, à proximité des voies de circulation qui sont très fréquentées. Ici encore, cette délibération, elle est tout simplement liée à la mise en place de la réforme, qui implique une modification des horaires. Et cette modification est indiquée dans la Convention. Monsieur Huette. Oui, donc désolé, je vais encore vous dire des choses désagréables, mais Monsieur Lagarde tout à l'heure disait que, en mentionnant l'exemple des écoles privées, que si à terme elles ne rentraient pas dans le projet de réforme des rythmes scolaires, on pourrait peut-être leur donner moins, ou en tout cas ne pas leur donner autant que le plus qu'on va faire pour le public. Enfin, en tout cas, une façon de punir un petit peu les écoles privées. Non, on ne va pas faire le débat là-dessus. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Le sujet est celui que je veux bien exprimer. Bah, écoutez, c'est vrai. Ouais. Alors, moi, ma question, elle est simple. Un enfant est-il un enfant ou y a-t-il deux catégories d'enfants à Cherbourg-Octeville? Puisque vous voulez aller dans sur des sujets désagréables, on va y aller. Bon, allez. Pourquoi sécuriser les abords des écoles publiques et ne pas sécuriser les abords des écoles privées? Écoutez, voilà ma question. Non, alors, ce ne sont pas les abords de toutes les écoles publiques, comme vous l'aurez bien constaté, mais des écoles qui sont à proximité de voies de circulation extrêmement fréquentées. C'est la raison pour laquelle les signaleurs sont mis en place. Et bien entendu, toutes les écoles publiques de Cherbourg-Octeville ne sont pas concernées. Dès lors qu'il n'y a pas de voie de circulation très fréquentée, évidemment, il n'y a pas de mise en place de signaleurs. L'avenue de Paris est-elle une voie de circulation fréquentée? La rue Gambetta est-il une voie de circulation fréquentée? La rue Emmanuelier est-il une voie de fréquentation fréquentée? Il n'y a pas de signaleurs de nous. Ça n'a aucun sens. Nous avons une école publique, avenue de Paris, l'école Douaneau, pour laquelle il n'y a pas de signaleur, parce que la circulation peut se faire sur un seul côté de la rue. Donc les écoles sont traitées de la même façon ici. Voilà. Non. Et bien sûr, c'est faux. Voilà. Bon, on remerciera M. Huette pour son esprit non polémique. Je mets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8. Donc délibération adoptée. Et on termine par rapport aux impacts sur cette première partie, puisqu'on reviendra aussi sur le plan des délibérations financières tout à l'heure, donc sur la modification des tarifs de l'accueil périscolaire. Oui, c'est la dernière délibération qui concerne ces modifications liées à la mise en place de la réforme. Pour l'accueil périscolaire du matin, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 nouveautés. Ce service, il est proposé dans toutes les écoles désormais et ce service est proposé gratuitement. La gratuité est la deuxième nouveauté. Vous vous souvenez que c'est une décision qui a été prise en juin parce que nous avons modifié les horaires du matin. Nous sommes passés de 8h30 à 8h45 et nous avons entendu les remarques de
beaucoup de parents qui nous disaient être en difficulté pour emmener désormais leur enfant à l'école. Nous avons donc mis en place cet accueil très ambitieux sur la totalité des écoles. Là encore, ça a été une opportunité d'améliorer le service apporté aux familles. Quant au mercredi loisirs, on l'a dit tout à l'heure, il est devenu un mercredi après-midi loisirs et bien évidemment, les tarifs s'en trouvent modifiés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, donc délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons donc à la délibération 249 relative à la subvention exceptionnelle pour la fête de la Mont-Quentin. Oui, une délibération par laquelle nous vous proposons de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Les Amis de la Mont-Quentin pour le financement de la fameuse fête de la Mont-Quentin qui a lieu en juin et qui a eu lieu là en juin dernier. Cette fête, elle existe depuis 1979. Elle était organisée par l'association ASCAC en collaboration avec l'association... Alors cette année, pardon, elle était organisée par l'association des Amis de la Mont-Quentin, excusez-moi, en collaboration avec l'association des parents d'élèves et l'équipe éducative des écoles à Mont-Quentin-Pervenche. Elle a rassemblé 500 personnes autour de 3 journées. On a pu écouter la chorale des enfants, partager un repas ou assister à un spectacle de magie. Le budget total de la manifestation, comme vous avez pu le lire dans la délibération, était de 6 350 € et nous vous proposons donc de participer à hauteur de 2 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La convention donc, entre la ville de Cherbourg-Octeville et la ville de Tour-la-Ville dans le cadre du circuit. Oui, nous allons avoir toute une série de délibérations après l'éducation. Là, ça va être toute une série de délibérations qui concernent le passeport jeune. Bien sûr, un passeport qui est suivi également par Barzine Boniadi. Donc, Barzine, n'hésite pas à m'interrompre ou à compléter mon propos à tout moment. Les objectifs du passeport, vous les connaissez déjà, ils n'ont pas changé. Il s'agit de faciliter l'accès aux pratiques sportives et culturelles pour les jeunes, de les inciter à fréquenter, à bien profiter de toutes les structures et de tous les événements qui ont lieu dans la ville. Vous le savez aussi, le passeport, c'est 51 entrées gratuites, des séances de découverte et énormément de réductions, notamment sur les licences sportives. Cette année, en plus de toutes les campagnes de communication qui sont déjà lancées et auxquelles vous n'avez pas pu échapper, le passeport sera présenté à tous les délégués de classe des collèges et des lycées de Cherbourg. Et des ventes seront organisées sur le temps du midi dans tous les collèges de la ville et auprès des internes de tous les lycées également, puisque tous les internes sont de fait des résidents de Cherbourg-Octeville. Alors, nous avons d'ores et déjà, une petite information là aussi, d'ores et déjà distribué 500 passeports pour cette année, ce qui est assez considérable. C'est un démarrage très fort, donc on espère que ça va continuer ainsi. Donc ici, cette première délibération, elle concerne le circuit. C'est une convention avec la ville de Tour-la-Ville qui nous permet la mise en place de 2 chèques de 5 € de réduction pour tous les concerts de la programmation. Alors vous la connaissez, la programmation du circuit, vous avez vu le petit livret. Et au passage, on peut dire que cette programmation, elle est à nouveau très riche, très diversifiée cette saison. Elle nous conduira, mais Catherine nous en parlera peut-être tout à l'heure, à nouveau à circuler dans toutes les salles du Nord-Cotentin en profitant au mieux des qualités de chacune de ces salles. Et dès ce soir, dans le cadre du circuit, eh bien, nous pourrons aller écouter le charmant Vincent Delerme. Si nous sommes sortis à l'heure, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Ensuite, il y aura Olis Isabeaumont, etc., etc. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Vous savez qu'en complément de notre passeport jeune, qui s'adresse donc aux jeunes de 11 à 25 ans, vous avez 2 dispositifs complémentaires, qui s'appelle Spot 50, donc qui est mis en œuvre par le Conseil général de la Manche pour les collégiens, et la carte Tatou, mis en œuvre par le Conseil régional, cette fois-ci pour les lycéens. Donc, la délibération concerne donc le dispositif Spot 50. Oui, avant de reprendre la suite des conventions qui ont un rapport avec le passeport, nous avons en effet cette délibération qui concerne les conventions que 2 de nos structures municipales à nous passent avec le Conseil général pour le Spot 50.
dispositif qui est très proche du passeport et qui fonctionne très bien et dont les chèques sont évidemment cumulables avec ceux du passeport, ce qui est d'autant plus intéressant pour les jeunes cherbourgeois. Ici, il s'agit des piscines avec des entrées gratuites pour nos piscines et du conservatoire avec une réduction de 15 € à l'inscription du conservatoire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On revient cette fois-ci donc au passeport jeune dans le cadre du Festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée. Cette année, les jeunes pourront à nouveau bénéficier d'un chèque de 7 € sur tous les achats de livres sur le site du Festival du livre de jeunesse pendant toute la durée du festival. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours dans le cadre du passeport, mais cette fois-ci pour permettre donc l'accompagnement pour des séances de cinéma. Oui, comme chaque année, le passeport donnera accès à 2 places gratuites, l'une au Méga CGR, l'autre à l'Odéon, ainsi qu'à un tarif réduit de 5,10 € pour toutes les séances. Puisque la question avait été posée en commission, je vous donne l'information suivante. L'année dernière, ce sont 900 places de cinéma qui ont ainsi été utilisées au Méga CGR et 500 places à l'Odéon. Très bien. Et on reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur une autre délibération sur le bilan global de l'Odéon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc cette fois-ci, l'association Jeux vidéo Cherbourg. Oui, nous vous proposons une petite convention avec cette toute jeune association qui a été créée par des passionnés de jeux vidéo qui souhaitent pouvoir porter les couleurs de leur ville, de la ville de Cherbourg, sur leur maillot lors de compétitions un peu partout en France ou à l'étranger, des compétitions qu'on appelle des compétitions de e-sport. En échange, nous leur demandons de participer à nos manifestations autour du numérique et de promouvoir le caractère éducatif du jeu vidéo auprès des plus jeunes. À ce sujet, vous n'aurez pas manqué de trouver sur vos tables ce petit dépliant vite du numérique qui vous propose toute une semaine à la maison Françoise Giroud avec énormément d'ateliers, des ateliers conçus pour les parents et pas seulement pour les adolescents, précisément pour que les parents découvrent avec leurs adolescents les jeux vidéo et qu'il n'y ait plus de malentendus sur ces sujets, car il faut sortir d'une certaine forme de stigmatisation des jeux vidéo. Ils peuvent être très riches et très éducatifs. Oui, Madame Joly. Je vais intervenir pour faire suite. C'est que par rapport aux obligations des parties, c'est vrai qu'on parle du caractère éducatif et ludique. Moi, j'aimerais bien que... on a discuté ensemble pour que ce soit rajouté la prévention aux addictions aussi. Alors, c'est d'autant plus intéressant que pendant vite du numérique, il va y avoir l'intervention d'une psychologue, là encore, spécialiste des jeux vidéo, et qui parlera d'addiction. Mais ce qu'il faut savoir... Mais que ce soit noté dans la convention, ce serait bien, je pense. Pourquoi pas? Même si ce que l'on sait, c'est que là aussi, il faut sortir des lieux communs. Finalement, l'addiction aux jeux vidéo est un phénomène extrêmement rare. Par contre, il peut y avoir des pratiques excessives, mais une véritable addiction, ça concerne des adolescents qui ont un terrain favorable aux addictions, mais pas du tout les adolescents de façon générale. Et on se trompe beaucoup là-dessus. C'est pas parce qu'on commence à jouer aux jeux vidéo qu'on va tomber dans une addiction. C'est beaucoup plus évidemment rare que ça, mais je sais bien que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et par ailleurs, dans le collège Cachin, il y aura une intervention de Nathalie Ménard, qui est salariée à la ville de Cherbourg, sur de la prévention aussi. De la même manière que Yann Le Gall va intervenir dans toutes les classes de 5e du Collège Le Ferronnet sur de la prévention aussi. Yann Le Gall qui est responsable de nos EPN et sur de la prévention dans les pratiques liées pas simplement aux jeux vidéo mais au numérique. Voilà. Également Internet, Facebook, etc. Alors sur cette délibération donc, qui réintègre dans la Convention la prévention contre les addictions, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous parlais tout à l'heure de la carte tatou. La délibération suivante s'y réfère.
Alors nous aurons vraiment passé en revue tous les dispositifs d'accompagnement et de soutien aux pratiques culturelles et sportives des jeunes, puisqu'après le passeport et le sport 50, nous évoquons maintenant la carte tatou, avec là encore la volonté de créer de la cohérence entre tous les dispositifs, que nos jeunes ne soient pas perdus. Et par cette convention, eh bien, les jeunes de 15 à 25 ans qui résident à Cherbourg, ils disposeront d'un bon de réduction de 5 € dans leur chéquier carte tatou pour l'achat de leur passeport, ce qui fait tomber le tarif du passeport, le prix du passeport à 4 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Subvention exceptionnelle pour la Maison pour tous. Oui, nous vous proposons une subvention exceptionnelle pour 2 projets proposés par la Maison pour tous. Un premier projet qui s'intitule « Des mots contre les mots », qui est un projet qui associe la Maison pour tous au Collège des Provinces et au Collège Le Ferronnet. La proposition, elle consiste à intervenir dans toutes les classes de 5e du collège, ainsi que les classes de SECPA, des 2 collèges, sur un cycle entier, en présence du professeur principal, là encore pour faire de la prévention. Donc il s'agira d'évoquer aussi bien les phénomènes de bouc émissaire, de parler du mal-être, de faire également de la prévention des conduites à risque, et certainement que les jeux vidéo en feront partie. Après ce cycle, eh bien, les animateurs, ils invitent les élèves à venir sur le temps du midi ou le samedi à la Maison pour tous pour la réalisation d'un clip vidéo. Le budget de l'opération est de 27 370 €. La subvention demandée à la ville de Cherbourg est de 7 400 €. La subvention obtenue pour ce projet auprès de l'Accès est de 10 000 €. Le deuxième projet s'intitule « Les tabous, parlons-en ». Depuis plusieurs années, les animateurs de la Maison pour tous ont remarqué que les jeunes sont en grande demande d'informations sur tout ce qui touche à la sexualité ou à la relation fille-garçon. Ils ont donc décidé d'en faire le fil rouge de l'année 2014-2015 autour de plusieurs événements. Les soirées du vendredi ont déjà permis de sensibiliser plusieurs jeunes, de constituer des groupes qui vont travailler autour d'actions, de la création d'outils artistiques, tout cela devant aboutir à des débats. Donc il y a eu Cherbalan, l'accueil pendant 3 semaines d'un groupe de jeunes Sénégalais avec beaucoup de débats sur ce sujet qui intéressait également très précisément les jeunes Sénégalais. Il y aura le départ d'un groupe de 12 à 14 jeunes pour le festival Solidays, comme chaque année. Et enfin, il y aura également une préparation dans le cadre du festival Femmes dans la ville. Le budget total de cette deuxième opération est de 11 160 €. 3 600 € sont demandés à la ville de Cherbourg-Octeville. 3 000 € ont été obtenus auprès de l'Accès. Voilà. Monsieur Bourdon? Oui, concernant cette subvention, elle est quand même assez élevée, quoi. Et donc, on aimerait bien, pour la prochaine séance du conseil municipal, avoir un peu un bilan détaillé des dépenses engagées. Parce que pourquoi 11 000 € au total? Pourquoi pas 20 000 ou pourquoi pas 5 000 quoi, le budget aurait dû être joint, d'ailleurs, voilà. et il pourrait C'est juste une remarque. Voilà. Absolument. Mais donc, on va voter pour, hein, vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Okay. Peut-être que je donnerai plutôt cette information en commission dans ce cas-là. Oui, d'accord. Et si on reçoit les documents en temps et en heure? En temps et en heure, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Ok, merci Monsieur Bourdon. Sur cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons donc avec cette fois-ci donc les subventions que le Conseil général apporte dans le cadre de ce qu'on appelle les actions territoriales pour la jeunesse et souvent en accompagnant également des projets qui sont menés par les différentes structures. Oui, c'est une délibération qui concerne des demandes de subventions qui sont faites par les structures directement, des structures jeunesse de notre territoire, associations, auprès du Conseil général. Donc ce sont des subventions que le Conseil général a souhaité voir centralisées puis redistribuées par la ville de Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.